L'amour trompeur. Ma vie a été marquée par une profonde tristesse, née de la malchance de ne pas avoir un physique attirant. Je n'étais pas grand, ni beau, et les filles ne s'intéressaient jamais à moi. Cependant, au fil du temps, j'ai réussi à trouver une femme magnifique pour épouse. Mais la réalité a brisé mes rêves. Elle ne m'avait pas épousé par amour. Laissez-moi vous raconter mon histoire, une quête désespérée de l'amour et l'amère découverte de la vérité. Je m'appelle Clément. J'ai perdu mon père très tôt, alors que je n'avais que 9 ans. En tant que benjamin de la fratrie, après ce drame, ma mère et moi avons emménagé chez mon grand frère et ma belle-sœur. À l'adolescence, je subissais constamment les moqueries de mes camarades, considérés comme très laids aux yeux des filles. Lorsque je me regardais dans le miroir, je voyais cette triste vérité. Je n'étais pas beau du tout. Mes 2 grands frères et ma grande sœur avaient des physiques dans la moyenne, mais moi, j'étais vraiment moche et plus petit en taille qu'eux. Mon physique était un complexe qui empoisonnait toute mon adolescence. J'étais souvent seule, isolée des autres groupes. Cependant, j'étais un élève studieux et mes résultats scolaires étaient excellents, ce qui m'a permis d'intégrer facilement l'université. Là encore, bien que je me sois fait quelques amis, j'étais toujours celui sans copine, car aucune fille ne voulait de moi. J'ai tenté de séduire quelques filles, mais je n'ai rencontré que des rejets, parfois accompagnés de cruelles remarques sur ma laideur. À cette époque, je me détestais profondément et en voulais à mes parents de m'avoir donné ce corps et ce visage que je méprisais. Je réalisais que je n'aurais jamais de petite amie et que je ne me marierais probablement jamais. Peu à peu, je me suis isolée, mettant de côté les amis, les sorties et les filles, pour me concentrer uniquement sur mes études. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été rapidement recrutée par une grande société. En seulement 3 ans, j'ai gravi les échelons pour devenir responsable et mon salaire a suivi cette progression. Je gagnais très bien ma vie, j'avais une belle voiture et j'avais acheté une magnifique maison pour ma mère et moi. Cependant, malgré ce succès matériel, ma famille insistait sur le fait qu'il me manquait une chose essentielle, une femme. Il me pressait de trouver une épouse, mais les femmes que j'aimais ne voulaient pas de moi, et celles qui semblaient m'accepter ne me plaisaient pas du tout. Elles n'étaient pas mon genre. À plus de 30 ans, je n'avais jamais connu l'amour, et cette solitude pesait lourdement sur mon cœur. Malgré tous mes succès professionnels, l'absence d'une présence féminine dans ma vie laissait un vide immense et douloureux. J'avais un jeune cousin, Harry, qui était encore étudiant. Il passait tout son temps avec son ami Gaëtan. Tous deux étaient très séduisants et attiraient naturellement beaucoup de filles, passant leur temps à draguer. Un jour, lors d'une discussion avec Harry, il m'a dit, avec un sourire, que si j'étais toujours en quête d'une femme, il connaissait une fille vraiment jolie et encore célibataire. Elle s'appelle Clara et a emménagé en ville avec sa famille il y a tout juste 1 an. Sa famille est assez pauvre, ce qui fait que les garçons ne s'intéressent pas beaucoup à elle. Harry m'a alors invité à une soirée chez des amis pour me la présenter. J'étais hésitant et rempli d'appréhension à cause de mon physique. Pourtant, Harry m'a rassuré en me disant qu'il avait déjà parlé un peu de ma situation à cette fille et qu'elle semblait ravie de me rencontrer. Ce jour-là, je me suis donc rendu à la soirée, le cœur battant d'anxiété et d'espoir. Lorsque Harry m'a présenté à Clara, j'ai été frappé par sa beauté. Elle était grande et séduisante, et à ma grande surprise, elle ne semblait pas repoussée par moi. Nous avons discuté, et j'ai appris qu'elle avait 22 ans, 10 ans de moins que moi. Elle vivait seule avec son petit frère et sa mère malade, son père les ayant abandonnés pour une autre femme. À la fin de la soirée, Clara m'a même laissé son numéro et son adresse. C'était la première fois qu'une fille me donnait ses coordonnées, et ce geste a éveillé en moi une lueur d'espoir et de bonheur que je n'avais jamais connue. J'ai commencé à l'appeler et nous avons entamé des discussions passionnantes. Elle m'a ensuite gentiment invité à la rejoindre chez elle. C'est là que j'ai fait la connaissance de sa mère et de son jeune frère encore au lycée. Ils vivaient modestement dans un petit appartement et dépendaient d'une vieille voiture souvent en panne. Sa mère m'a semblé sincèrement reconnaissante, appréciant mes gestes pour les aider lorsque leur voiture tombait en panne depuis que je connaissais Clara. Peu à peu, Clara et moi nous sommes rapprochés, et seulement 3 semaines après notre première rencontre, elle m'a offert son corps. C'était ma première fois avec une fille, et j'étais profondément amoureux d'elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'une fille, aussi belle qu'elle,
puisse m'accepter. Nous sommes ensuite officiellement sortis ensemble et en même pas de mois, elle a accepté de se marier avec moi. J'étais remplie de bonheur. Ma famille et mes amis étaient ravis pour moi, mais surtout étonnés que ma femme soit si jeune et si belle. Elle était même plus grande que moi de quelques centimètres. Clara est alors venue s'installer chez moi. Mon bonheur était à son comble. J'avais une situation financière stable, une belle maison, et maintenant, une femme magnifique à mes côtés. Un mois après notre mariage, Clara commença à se sentir malade et avait souvent des nausées. C'est alors qu'elle nous annonça, à ma mère et à moi, qu'elle était enceinte. Ma mère semblait surprise, et un soir, elle me murmura qu'elle soupçonnait que ce ne soit pas mon enfant, car à en juger par la taille de son ventre, Clara devait déjà être enceinte de 3 ou 4 mois. Intriguée moi aussi, je posai la question à Clara, lui demandant de me dire la vérité sur la paternité de l'enfant. Les yeux embués de larmes, Clara me répondit « Clément, si tu m'aimes vraiment, tu ne devrais pas me poser cette question. Je suis ta femme, mais tu doutes de moi. » Elle m'assura ensuite que l'enfant ne pouvait être que le mien. Je décidai alors de cesser de la questionner. Pendant que j'étais au travail, Clara se rendait seule à la plupart de ses examens à l'hôpital. Puis, un soir, elle fut prise de fortes contractions et me demanda de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Ma mère lui fit remarquer qu'elle n'était qu'à 6 mois de grossesse et que ce n'était peut-être pas encore le moment d'accoucher. Mais Clara insistait pour que je l'accompagne au cas où il y aurait un problème avec sa grossesse. Étrangement, ce soir-là, elle accoucha d'une petite fille. Elle n'était pas du tout prématurée et le médecin me confirma qu'elle était née à terme. Et puis, le bébé ne me ressemblait pas du tout. Malgré ma colère et ma tristesse intérieure, je gardais mes émotions sous contrôle. Après plusieurs nuits de réflexion, je réalisais que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'avais été aveuglée par l'amour et m'étais précipitée dans notre mariage. À sa sortie de l'hôpital, j'ai confronté Clara et lui posé la question cruciale. Je voulais la vérité sur la paternité de notre enfant, car il était évident qu'il ne pouvait pas être le mien. Elle me révéla alors qu'avant de me rencontrer, elle avait eu une relation passagère avec Gaëtan, l'ami de mon cousin Harry. Quelques jours avant notre rencontre, Gaëtan avait dû partir avec sa famille vivre dans une autre ville. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais pensé tomber enceinte de lui. Malgré la douleur et la confusion, j'aimais profondément ma femme, alors j'acceptai son explication et décidai que désormais elle était ma femme et que cela suffisait. J'élèverais cet enfant comme le mien, car au-delà de toute incertitude, cela était ma responsabilité et mon engagement envers elle. Nous avons appelé notre fille Mélissa. Cependant, le destin, qui m'avait déjà privé d'un physique attirant, m'a infligé une autre cruauté, l'incapacité de concevoir un enfant. Après la naissance de Mélissa, Clara ne parvenait pas à tomber enceinte de nouveau. Inquiet, nous avons consulté des médecins et effectué des examens. C'est alors que j'ai découvert avec une douleur immense que j'étais stérile. À cette époque, Mélissa avait déjà 8 ans. Clara était profondément attristée car elle désirait ardemment avoir d'autres enfants. Je lui ai pris la main et lui ai dit avec tout mon cœur « Chérie, ne sois pas triste. Peut-être que le ciel savait que nous n'aurions pas d'autres enfants, et c'est pourquoi il nous a offert notre précieuse Mélissa. Je suis déjà comblée d'avoir une fille merveilleuse. Tant que tu restes à nos côtés, je ne peux qu'être heureux. » J'aimais profondément ma fille Mélissa, comme si elle était ma propre chair et mon propre sang, même si elle ne l'était pas biologiquement. Je veillais toujours à ce qu'elle ne manque de rien. Quant à ma femme Clara, je ne lui refusais jamais rien. Juste après notre mariage, je lui avais offert une voiture neuve, et récemment, elle avait voulu la remplacer par une autre, plus moderne. Elle s'achetait ce qu'elle désirait, des bijoux, des vêtements et des sacs de marque. Cependant, Clara a commencé à me répéter souvent qu'elle m'avait épousée que pour mon argent, car à l'époque, elle vivait modestement. Ces mots me transperçaient le cœur, me rappelant que son amour pour moi n'était pas aussi sincère que je l'avais espéré. Pourtant, malgré cette douleur, je continuais à l'aimer et à la chérir, espérant qu'un jour, ses sentiments changeraient. Peu de temps après le décès de ma mère, mon cousin Harry, après s'être marié, avait ouvert un garage dans la ville. Un jour, en allant faire réparer ma voiture, j'ai découvert que son ancien ami, Gaëtan, était revenu dans la ville pour travailler avec lui. Gaëtan, fraîchement divorcé, était revenu pour se reconstruire aux côtés de Harry. À ce moment,
une vague de crainte m'a envahi. J'avais peur que Gaëtan découvre que Mélissa est sa fille. Mais je ne pouvais imaginer l'ampleur de la trahison qui se tramait. Clara et Gaëtan avaient repris leur relation en secret. Et pire encore, ils avaient concocté un plan effroyable. Profitant de l'assurance vie que j'avais souscrite, ils avaient décidé de m'éliminer pour s'emparer de mes biens et de l'assurance. Cela a commencé un soir, en rentrant du travail, lorsque Clara a mis la table pour moi, me disant qu'elle avait déjà dîné et m'encourageant à manger avant que le repas ne refroidisse. Cette nuit-là, j'ai été pris d'un mal de tête intense et de maux d'estomac, me levant plusieurs fois dans la nuit. Le lendemain, malgré tout, je me suis rendu au travail. Mais une fois là-bas, je me sentais encore plus mal. J'avais de violentes douleurs abdominales et commençais à vomir, frôlant l'évanouissement. Mon entreprise a alors appelé une ambulance pour me conduire à l'hôpital. Après une prise de sang et divers examens, le médecin m'a demandé si j'avais mangé quelque chose de particulier. Je lui ai confié que, mis à part le dîner de la veille, je n'avais rien pu manger d'autre. J'ai décrit ce que j'avais mangé et c'est alors qu'il m'a révélé que j'avais ingéré du poison. Selon les analyses, il s'agissait d'insecticides. J'étais choquée par cette nouvelle. Le médecin m'a mis en garde contre ce type de produit, très nocif pour l'homme. Je ne comprenais pas, car je n'utilisais pas d'insecticide à la maison. Après quelques heures de surveillance, j'ai été autorisée à rentrer chez moi. Ma femme n'étant pas encore revenue de son travail, j'ai décidé de fouiller la maison à la recherche de cet insecticide. Depuis quelque temps, j'avais des doutes sur Clara, car elle se faisait belle pour sortir sans explication. J'ai cherché partout, sans rien trouver, jusqu'à notre chambre à coucher. Là, dissimulée dans un petit sachet au fond d'un tiroir, j'ai trouvé cette poudre insecticide. Je ne pouvais pas croire qu'elle puisse me faire ça. J'étais désespérée et en colère, mais j'ai décidé de garder le silence pour découvrir davantage ses intentions. Dès lors, chaque fois qu'elle préparait un repas, je faisais extrêmement attention, ne touchant qu'aux plats dont elle mangeait aussi. Parfois, elle préparait ma boîte repas pour le travail, mais une fois arrivée là-bas, je la jetais discrètement à la poubelle et allais m'acheter à manger. Cette méfiance permanente me rongeait de l'intérieur, mais je n'avais pas le choix. La peur et la tristesse se mêlaient à ma vigilance constante, me rappelant à chaque instant la trahison que je soupçonnais. Un soir, je suis rentrée plus tôt du travail et je l'ai surprise au téléphone, probablement avec Gaëtan. J'ai écouté attentivement leur conversation, le cœur battant. Elle disait « Je ne comprends pas. J'ai tout fait comme tu as dit. J'ai mis plusieurs fois de l'insecticide dans ces plats, mais cela ne lui a rien fait. Tu m'as même dit d'utiliser de la mort au rat. J'en ai mis dans ces boîtes de repas, mais il n'a toujours rien. » Cette fois-ci, c'était évident qu'elle tentait de m'empoisonner. Un jour, alors qu'elle était absente, j'ai fouillé dans ses affaires et j'ai trouvé des sachets de mort au rat. Le choc et la douleur de cette découverte m'ont submergée. Désespérée, je suis allée voir ma famille pour leur confier ce terrible secret, ne sachant pas avec certitude qui était son amant, le complice au bout du fil. Mon frère a suggéré d'envoyer mon neveu pour l'espionner et prendre des photos. C'est ainsi que nous avons découvert la vérité. C'était bel et bien Gaëtan. Mes frères m'ont suggéré d'aller porter plainte contre Clara, mais je n'avais pas de preuves concrètes et je n'avais pas pensé à enregistrer sa conversation. Plus que tout, je voulais protéger Mélissa. Elle ne supporterait pas de voir sa mère en prison et ne me pardonnerait jamais. Après mûre réflexion, j'ai appelé le jeune frère de Clara, maintenant adulte et père de famille, pour qu'il assiste à notre réunion et soit témoin de la situation, afin qu'il ne puisse pas m'accuser de nuire à sa sœur. Avec beaucoup de douleur et de nervosité, nous avons ensuite fait venir Clara. Nous lui avons alors montré les photos d'elle avec Gaëtan, ainsi que les sachets de poudre découverts dans ses affaires, lui demandant des explications. Avec une immense tristesse, je lui ai révélé que j'avais des doutes sur elle depuis mon hospitalisation et que depuis, je ne mangeais plus les plats qu'elle préparait pour moi. À cet instant, elle m'a regardé, réalisant pourquoi ses tentatives avaient échoué. Elle a nié m'avoir jamais empoisonné, affirmant que les sachets étaient juste pour la maison, qu'elle les utilisait parfois contre les fourmis et les rats qu'elle avait vus dans le garage. Je lui ai assuré que depuis que j'avais acheté cette maison, je n'avais jamais vu le moindre rat, mais elle a insisté sur leur présence dans notre garage. Puis, en un tournant cruel, elle m'a accusé de vouloir lui nuire, prétendant que je m'étais empoisonné moi-même
pour lui faire porter le chapeau. Son déni et ses accusations m'ont plongé dans une profonde tristesse. Mes frères avaient fait venir Gaëtan de force pour obtenir des explications. Sous pression, il a avoué avoir entretenu une relation avec Clara, mais a nié toute implication dans l'empoisonnement. Mes frères m'ont conseillé de porter plainte contre eux deux, assurant que sous la pression des policiers, ils finiraient par avouer la vérité. Mais mon amour pour ma fille Mélissa était trop fort. Je ne voulais pas qu'elle découvre que je n'étais pas son père biologique. Elle allait bientôt avoir 18 ans et je l'aimais tellement que je lui avais ouvert un compte avec 50 000 € pour son anniversaire. La peur de la perdre m'a poussé à trouver une autre solution. J'ai alors proposé un accord à Clara. Je n'irai pas porter plainte contre elle, à condition qu'elle me laisse garder Mélissa. Je la laisserai partir avec Gaëtan sans faire d'histoire, mais elle ne pourrait rien emporter, car tout était à mon nom, même la voiture que j'avais achetée pour elle. Clara a alors accepté. Nous avons alors divorcé à l'amiable et elle a juste emporté ses vêtements et ses bijoux. J'étais dévastée, mais au moins, j'avais encore ma fille, la lumière de ma vie. Mon cousin Harry, apprenant les problèmes que Gaëtan m'avait causés, n'a plus voulu de lui dans son garage. Par la suite, des échos nous sont parvenus via la famille de Gaëtan, révélant la cruelle vérité. Lorsque Clara et Gaëtan avaient renoué, Clara lui avait confié que Mélissa était sa fille. De plus, elle lui avait révélé l'existence de mon compte en banque bien garni et de mon assurance vie. Ensemble, ils avaient alors comploté pour m'éliminer, espérant s'emparer de tout ce que j'avais dans ma vie. Cette révélation m'a plongé dans un tourbillon d'émotions, entre trahison et désespoir. L'idée que Clara, que j'avais aimée si profondément, puisse fomenter un tel plan contre moi était insupportable. Aujourd'hui, ma fille Mélissa vient de terminer ses études à l'université. Elle a fini par apprendre que je n'étais pas son père biologique, mais elle m'a rassurée en me disant que pour elle, je suis son seul et unique père. Ces mots ont réchauffé mon cœur, confirmant que notre lien est indéfectible. Clara et Gaëtan ne sont finalement pas restés ensemble. Chacun est parti de son côté. Mélissa est restée en contact avec sa mère, mais ne supporte plus la vie tumultueuse de Clara, qui passe ses soirées et ses nuits dans les bars et les clubs. Quant à moi, je suis restée célibataire depuis mon divorce. L'idée de me remarier ne m'attire pas, car je ne veux plus revivre une telle expérience, hantée par la crainte que quelqu'un cherche à profiter de mon argent. Malgré tout, j'ai trouvé une certaine paix en me consacrant entièrement à Mélissa, la lumière de ma vie.